Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version Extra Ball. Vous savez, on fait ça de temps en temps, un petit one-shot centré sur un film, un seul, oublié, inclassable ou incontournable. Et comme la belle maison Carlotta a eu l'excellente idée de rééditer dans une version maxi luxueuse Body Double de Brian De Palma, on a décidé de lui consacrer quelques minutes. Et on va faire ça avec Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné, c'est l'Extra Ball et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Body Double, Stéphane, pour resituer un peu dans la filmo de Brian De Palma, c'est quoi? Alors c'est un thriller entre guillemets Hitchcockien, comme souvent chez De Palma. Comme souvent chez De Palma. Mais c'est très intéressant parce que c'est un film très mal aimé. C'est un film qu'il a fait juste après Scarface et qui a le mérite en fait d'avoir été encore plus détesté que Scarface, comme si c'était possible à l'époque, quoi. C'est très intéressant parce que dans cette édition, t'as pas mal de bonus. T'as une présentation de Samuel Blumenfeld qui est notamment a écrit un bouquin sur De Palma. Je vais y revenir. Il y a une longue interview du premier assistant, Joe Napolitano. Et tu as aussi en fait les bonus précédents de Laurent Boudreau qu'il avait fait en 2002, où c'est ces bonus-là qui reviennent vraiment sur la façon dont le film a été perçu. Et j'avais oublié à quel point effectivement, quand De Palma y revient, il avait été détesté. À quel point ça a été testé et que c'était encore pire que Scarface. Bon, il se trouve que on a du mal à se rendre compte sur Scarface parce que le film est aujourd'hui c'est un classique. Voilà. Mais Body Double n'a pas atteint ce statut-là en dehors des cinéphiles ou des fans de De Palma. Voilà, des deux palmistes quoi. Et on va exactement. Dire. Je pense que le problème c'est que ça traite un peu d'un sujet qui était un peu tabou peut-être dans les années 80, aussi étrange que ça puisse paraître, c'était le porno. Ça a été perçu comme une relecture entre guillemets de Fenêtre sur cour d'Hitchcock, ce qui n'est pas vraiment ça non plus. Enfin, ça n'a pas vraiment grand chose à voir, même si effectivement il y a cette logique de voyeur. L'histoire, en fait, elle se résume assez simplement. C'est un acteur au chômage qui a des crises de claustrophobie, donc il ne peut pas travailler. Et s'il travaille sur un film de vampire, un peu Z et une petite série B, quoi. Et en fait, un collègue, acteur, lui propose de garder une baraque pour se faire un peu d'argent. Et lui dit, regarde, s'il y a cette voisine en face qui est superbe, elle est sublime, tu devrais la regarder, elle fait un show tous les soirs, et le type se met à regarder, il tombe amoureux de la nana au premier regard quand elle fait son... Donc il y a tout cet aspect un peu vulgaire à la De Palma qui est moi j'adore, hein, qui est formidable, quoi. Et cette maison complètement incroyable. qui existe, hein, qui est, qui est voilà. une vraie maison, une création architecte. Voilà, à Los Angeles. Parce que c'est aussi le premier De Palma qui se passe à Los Angeles, me semble-t-il, ouais. Et donc c'était un gros changement pour lui aussi. Avant c'était Philadelphie, New York, dans Blowout ou dans Pulsion, je crois, c'est New York. Donc là c'est un changement de décor et c'est très important, hein, la scénographie chez De Palma. Et donc en fait il va se mettre à suivre cette jeune femme qui est battue. Et il y a tout un espèce de body double, jeu de double semblant sur la blonde, la brune. Enfin c'est tout un jeu effectivement à la Hitchcock. Mais comme le rappelle Blumenfeld assez intelligemment dans sa présentation, c'est aussi en fait à la base très personnel chez De Palma, parce qu'on en avait parlé dans l'émission spéciale sur De Palma. Quand il était jeune, c'était quelqu'un, et ça s'est révélé dans le bouquin de Blumenfeld, c'était quelqu'un qui espionnait son père, qui justement avait des liaisons avec d'autres femmes, et il le faisait comme ça en le suivant avec son vélo et en le filmant et en le prenant des photos. Donc c'est quand même ancré chez De Palma, et c'est pour ça aussi que c'est un réalisateur qui a réussi à se réapproprier ce langage cinématographique et le faire sien. Body Double, c'est pas un film, c'est un très bon film. C'est pas un grand film, on va dire, dans la carrière de De Palma, effectivement, au sens où c'est pas, à mon sens, Blowout, Scarface, Les Incorruptibles, ce genre de film, quoi. Mais par contre, quand tu le revois aujourd'hui, il y a un truc qui est passionnant, c'est de te rendre compte que c'est un film de mise en scène, mais qui va très très loin, quoi. C'est-à-dire jusqu'à presque perdre le spectateur. De Palma, on parle dans les bonus. Encore une fois, c'est les bonus d'époque. Enfin de 2002, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils sont en SD, ils sont pas en HD, contrairement au reste. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, il y a une scène où j'ai clairement perdu les spectateurs. En fait, c'est la scène où il retrouve la brune pour la première fois après l'avoir plus ou moins sauvée. Il fait une crise de claustrophobie et en fait, il sort du tunnel, il se met à l'embrasser et la caméra leur tourne autour, et c'est un truc assez flamboyant qu'il avait déjà un peu fait, mais avec la mort dans Blowout. Ça, il le pousse encore à son paroxysme, et il raconte que dans les projections tests, les gens se sont mis à pouffer de rire, etc. C'est pas, enfin, je veux dire, quand tu revois le film aujourd'hui, le film ça fonctionne quand même. Ces effets de mise en scène grossiers, voyants, fonctionnent déjà parce que t'en as plus de ce genre de mise en scène dans les films. T'en as même plus chez De Palma depuis longtemps, quoi. Et c'est pas l'esprit de Cain, hein, ça reste quand même assez équilibré.
Donc voilà, je trouve que c'est une bonne occasion en fait d'être ressorti parce que la copie est très bonne, elle est excellente, c'est de la HD, ça fonctionne bien, c'est bien remasterisé. Donc ça donne envie de redécouvrir le film. C'est vrai que c'est un film qu'on peut considérer comme mineur dans la carrière de Palma au sens où moi c'est vrai que je le revois pas régulièrement comme Scarface ou L'Impasse et puis il s'insère dans une série de très grands films, on va dire. Voilà, il est effectivement entre Scarface et Les Incorruptibles et Mafia Salade. Non mais c'est très intéressant parce que justement la perception de Scarface et la perception de Body Double explique aussi, je pense, Les Incorruptibles. Oui. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit bon ok, je vais peut-être à un moment donné me fondre dans les films de studio tout en essayant de garder ma patte. Il a pas réussi avec Mafia Salade, qui est une espèce de comédie assez ratée avec Danny DeVito qui je sais plus c'est quoi le titre en anglais, j'ai un trou, mais en fait c'est sorti en vidéo chez nous, c'est même pas sorti en salle, et je pense qu'après ce ratage là dont je pense qu'il a quand même conscience, il fait Les Incorruptibles qui sont grands films opératique, qui se posent là aussi en termes de... Bah, moi je trouve pas ça aussi virtuose que Scarface, mais aussi ambitieux, mais c'est assez énorme, et puis on avait parlé, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à reprendre les figures de grands cinéastes, à les faire siennes. C'est ce que Body Double fait. T'as un espèce de passage où où le personnage suit la jeune demoiselle dans les belles boutiques de Beverly Hills. C'est incroyable, l'emploi de la Steadicam, la façon dont il gère tout ça pour manier le suspense. C'est incroyable. Ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment un vrai plaisir de le revoir aujourd'hui. L'autre truc qui est intéressant, c'est la découverte de Melanie Griffith à l'époque, en fait, qui est incidemment la fille de Tippi Hedren, qui est donc une actrice d'Hitchcock. Donc on s'y retrouve, quoi. On est toujours dans la famille. Mais c'est pareil, c'est un truc qui est expliqué dans les bonus où, en gros, c'était pas elle qui était censée être dans le film. Elle, c'était la seule actrice suffisamment audacieuse pour jouer une actrice porno et éventuellement, marquer sa carrière au fer rouge, en fait. Et de manière infamante, on va dire, je sais pas si c'est le mot, mais voilà. Mais elle est formidable en fait dans le film. Elle a à la fois cette candeur et cette sexualité hyper débridée. Voilà, on a quand même, c'est une actrice des années 80, mais on a quand même tendance à oublier. Arnaud en avait parlé avec Dangereuse sous tout rapport, c'était quand même une bonne actrice aussi, quoi. C'est pas seulement un sex symbole un peu dépassé parce que d'un seul coup elle était plus, elle a vieilli, quoi. Donc c'est aussi une découverte et c'est une redécouverte quand on revoit le film. Donc voilà, c'est bonne édition, bon film à revoir vraiment. C'est mineur, mais un De Palma mineur, c'est toujours mieux qu'un, je sais pas moi, un Brett Ratner majeur, on va dire. Donc voilà. Mais bon, j'enfonce les portes ouvertes, quoi. Donc voilà, donc c'est en Blu-ray. Effectivement, il y a une très belle édition avec un beau livret, mais on peut l'acheter aussi en édition simple, juste le disque. Voilà. Et il y a une édition ultra limitée, très très luxueuse, et tout ça c'est édité, on l'a dit, chez Carlotta. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci à Jules à la technique et au Tank pour l'accueil. Nos ciné version normale, c'est tous les lundis. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net, iTunes, Deezer, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à très bientôt. Salut à tous, c'est Jean Z. No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.